Les craies s'éparpillèrent sur le sol, roulant sur le marbre dans toutes les directions. Remy se leva d'un bond, le visage tordu, les yeux rouges mais secs, la main serrée en un poing. Il regarda Maeve avec une fureur qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait jamais avoir apportée. Maeve resta assise, les yeux grands ouverts. Puis elle pleura, pas bruyamment, mais de cette manière silencieuse, les larmes glissant une à une sur ses joues, tandis que sa lèvre inférieure tremblait. Ara posa sa guitare et se dirigea vers les enfants. La nounou s'avança, mais Ara leva la main pour l'arrêter. Elle s'assit par terre entre Maeve et Remy, sans toucher ni l'un ni l'autre. Elle regarda Remy, regarda le poing si serré qu'il en était devenu blanc, regarda ses yeux rouges qui tentaient de retenir quelque chose de plus grand que ce que son petit corps pouvait contenir. Elle ne le gronda pas. Elle ne lui dit pas de s'excuser. Elle ne lui dit pas qu'il était méchant. Elle parla doucement, avec la même voix qu'elle utilisait pour chanter bas et lentement. « Tu es en colère parce que tu as peur d'oublier ta mère, n'est-ce pas? » Rémi s'immobilisa. Son poing se desserra, ses yeux se levèrent vers ceux d'Ara, la première fois qu'il regardait directement dans les yeux d'un adulte depuis la mort de sa mère. Et ce qu'elle y vit n'était pas de la colère, c'était de la peur. La peur terrible d'un enfant de 6 ans qui sentait le visage de sa mère s'effacer un peu plus de sa mémoire chaque jour, qui la dessinait encore et encore pour s'accrocher à elle. Pourtant, chaque fois qu'il finissait, il n'était toujours pas sûr de l'avoir bien dessinée. Maeve avait un père dont elle pouvait parler, même s'il était parti, mais Rémi était en train de perdre sa mère pour la 2e fois. Lentement, à l'intérieur de sa propre mémoire. Des larmes coulèrent sur les joues de Rémi, silencieuses, sans mots. Il ne savait pas comment nommer ce qu'il ressentait. Ara ne lui demanda pas non plus de le nommer. Elle serra Maeve contre un côté d'elle, puis posa son autre main sur le sol près de Rémi sans le toucher, lui laissant le choix. Puis elle chanta. Pas une chanson joyeuse, pas une chanson folklorique, une chanson triste, une chanson sur le mangue, sur quelqu'un qui était parti, sur les nuits passées à regarder le ciel, en se demandant si cette personne regardait aussi. Sa voix trembla sur la première note, puis se stabilisa, puis remplit le vaste salon de la seule chose que l'argent et les jouets chers ne pourraient jamais acheter. Rémi resta là à écouter, les larmes coulant toujours. Puis il se rapprocha, lentement, un petit pas à la fois. Puis il s'assit à côté d'elle. Puis il appuya légèrement sa tête contre son épaule, comme s'il avait peur qu'elle le repousse. Mais Ahara ne le fit pas. Elle ne passa pas ses bras autour de lui car elle savait qu'il n'était pas encore prête pour ça. Elle resta simplement assise, continua de chanter, et laissa son épaule devenir l'endroit où un enfant pouvait se reposer. Le chagrin qu'il ne savait pas exprimer à voix haute. Dans le bureau, au dernier étage, Cale était assis devant l'écran de sécurité. Il avait tout regardé, depuis le moment où Maeve avait parlé de son père jusqu'au moment où Remy avait poussé la boîte de craie, jusqu'au moment où elle s'était assise et avait prononcé ces mots. Quand Remy posa sa tête sur l'épaule d'Alara, la tasse de café glissa de la main de Cale, tomba sur le sol et se brisa. Il ne la ramassa pas. Ce soir-là, Cale croisa Alara dans le couloir alors qu'elle retournait dans sa chambre. Il se tenait à quelques pas, les mains dans les poches, les épaules légèrement voûtées. Et pour une fois, il ne ressemblait plus du tout à l'homme puissant qu'il avait été. « Merci », dit-il, et les mots semblaient maladroits, déplacés, comme un homme essayant de parler une langue qu'il avait oubliée depuis longtemps. Alara le regarda. Elle ne sourit pas, mais elle n'était pas froide non plus. « Ne me remerciez pas. Remy est un bon enfant. Il porte juste une douleur trop grande pour quelqu'un de si petit. » Cale resta silencieux un moment, puis dit à voix basse, presque un murmure, comme son père. Alara le regarda un instant de plus, puis fit un petit signe de tête et s'éloigna. Quand elle atteignit sa chambre, elle ferma la porte, vérifia la serrure et s'allongea à côté de Maeve, qui dormait déjà profondément. Elle fixa le plafond et se murmura à elle-même si doucement que seule l'obscurité pouvait l'entendre. La douleur ne signifie pas la sécurité, souviens-toi de ça. Après ce qui s'était passé ce jour-là, Remy ne s'asseyait plus à un demi-mètre de Maeve. Il s'asseyait juste à côté d'elle, épaule contre épaule. Et bien qu'il ne parlât toujours pas, il commença à lui tendre des morceaux de craie quand elle avait besoin d'une couleur différente, sans attendre qu'on le lui demande.
Maeve comprit aussi à sa manière qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas évoquer à nouveau. Elle arrêta de parler de son père. À la place, elle parlait des nuages, des oiseaux, du chat errant qu'elle et sa mère nourrissaient dans le parc. Remy écoutait tout sans répondre, mais ses yeux suivaient les lèvres de Maeve quand elle parlait, comme quelqu'un qui réapprend le fonctionnement du langage. Ara observait depuis le canapé, sa guitare posée sur ses genoux, et attendait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le brusquer. Elle avait vu Remy poser sa tête sur son épaule la veille, et qu'elle comprenait que c'était un moment fragile, comme une bulle de savon, belle, mais facilement brisée si on la touchait trop fort. Alors, elle ne toucha pas. Elle chantait seulement, doucement et régulièrement. Chaque après-midi, pendant que les deux enfants marquaient le sol de leur monde partagé, de vieilles chansons folkloriques, des berceuses, des chansons sur la pluie et le soleil, sa voix basse et chaude flottait dans le salon comme une brise que personne n'avait besoin de voir pour la sentir. Cet après-midi-là, le ciel extérieur était plus gris que d'habitude. La pluie ne tombait pas, mais l'air était lourd et humide, rendant la lumière du salon douce et couleur de miel. Maeve était allongée sur le tapis, la tête appuyée sur un coussin du canapé, les yeux à demi clos. Romy était assis à côté d'elle, le dos contre le pied de la chaise, le crayon noir posé sur le sol, ne dessinant pas. Il écoutait chanter, les yeux à demi fermés, sa respiration ralentissant. Ara chantait la chanson que sa mère lui chantait autrefois chaque soir avant de dormir, celle de la rivière qui traverse les champs, du vent qui porte un message de quelqu'un parti loin. Sa voix trembla légèrement sur la dernière note, puis la chanson se termina. Silence. Seule l'horloge sur le mur et le son régulier de la respiration. Maeve se tourna, et moitié endormie, sa voix petite et somnolente. « Chante encore, maman. » Ara sourit, sa main se posant sur les cordes de la guitare, sur le point de recommencer. Puis elle l'entendit, un son si faible que pendant un instant, stupéfaite, elle crut l'avoir imaginé. Rauque, fissuré, fragile, comme la charnière rouillée d'un portail en fer qui s'ouvre après des années, puis se referme. Encore, Ara s'immobilisa. Ses doigts se figèrent sur les cordes sans les frapper. Elle tourna la tête lentement, si lentement, comme si elle avait peur que si elle bougeait trop vite, le son qu'elle venait d'entendre disparaîtrait. Remy était assis là, les yeux ouverts, la regardant droit dans les yeux. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, comme s'il ne pouvait pas croire lui-même ce qui venait de sortir de sa bouche. Sa main droite se leva pour toucher sa gorge, la palpant, la vérifiant comme si le son était quelque chose avec une forme et un poids, et qu'il essayait de trouver où il vivait. Maeve se redressa d'un bond, ses yeux immenses, le sommeil disparut en un instant. « Maman, Remy a parlé, Remy a parlé. » « Tu l'as entendu, maman. » Ara avait entendu. Elle avait entendu chaque syllabe clairement. Un mot, seulement un mot. Encore. Mais c'était le premier mot que Remy Drummond avait prononcé en 2 ans. 2 ans de silence. 2 ans sans un seul son, à part sa respiration et le bruit du crayon sur le papier. Et maintenant, dans ce salon baigné de lumière dorée, le garçon avait ouvert la bouche parce qu'il voulait une chanson de plus. Ara voulait le serrer dans ses bras, voulait pleurer, voulait lui dire à quel point elle était fière, mais elle ne le fit pas. Elle savait que Rémi n'était pas prêt. Il venait de prononcer un mot et cela seul avait déjà été une bataille à l'intérieur de ce petit corps. Si elle le serrait dans ses bras, si elle réagissait trop fort, il pourrait se replier sur lui-même et la porte qui venait de s'entr'ouvrir pourrait se refermer violemment. Alors Ara hocha seulement la tête, sourit seulement, les coins de sa bouche tremblants, ses yeux humides, mais sans qu'aucune larme ne coule. Puis elle posa sa main sur les cordes et continua de chanter, une chanson après l'autre. Puis une autre encore, sa voix tremblant plus que d'habitude, mais ne s'arrêtant jamais. Rémi resta assis à écouter, ses yeux ne se fermant plus, regardant Ara chanter, et la craie jaune qu'il portait depuis le jour où il avait rencontré Maeve sous la pluie reposait tranquillement dans sa paume. Au dernier étage, dans le bureau sombre, Kel était assis devant l'écran de sécurité. Il ne regardait pas en direct. Il repassait l'enregistrement. Il rembobina jusqu'au moment exact où Rémi ouvrit la bouche, appuya sur lecture, l'entendit à nouveau, rembobina, le réécouta, rembobina, le réécouta encore. Il l'écouta encore et encore, des dizaines de fois. La voix de son fils, rauque, fissurée,
si faible qu'il dut monter le volume au maximum pour l'entendre clairement, mais réel. Son fils avait parlé. Cale posa ses deux mains sur le bureau, baissa la tête et couvrit son visage de ses paumes. Ses épaules tremblaient, sans son, sans mots. Elles tremblaient simplement comme un mur porteur qui avait supporté trop de poids pendant trop longtemps et qui avait finalement cédé le long de sa ligne la plus fine. Devant la porte du bureau, Zane montait la garde comme toujours. Il entendit le son à l'intérieur, le genre de son qu'il n'avait jamais entendu de Cale Drummond en 15 ans à ses côtés. Zane ne frappa pas. Il n'entra pas. Il resta simplement là, le dos droit, les yeux fixés devant lui, et pour la première fois en 15 ans, il sourit. 1 heure plus tard, Cale appela le docteur Parrish. Le docteur écouta, puis resta silencieux si longtemps que Cale crut que l'appel avait été coupé. Puis le docteur Parrish parla, sa voix tendue par l'émotion. Il a parlé. En êtes-vous certain? Êtes-vous sûr que ce n'était pas juste un son involontaire? Un mot. Cale répondit. Remy l'a regardé droit dans les yeux et a dit encore. Mon fils voulait l'entendre chanter une chanson de plus. Silence. Puis le docteur Parrish laissa échapper un long soupir. Sa voix était instable. Monsieur Drummond, un mot après 2 ans de silence complet. Ce n'est pas un progrès. C'est un miracle. Je l'ai traité pendant 2 ans et je n'ai pas pu faire ça. Cette fille, qui qu'elle soit, a touché quelque chose que ma science n'a pas pu atteindre. Ne la perdez pas. Vous m'entendez? Ne la perdez pas. Cale met fin à l'appel. Il était tard maintenant et le manoir était devenu silencieux. Il descendit le couloir et s'arrêta devant la porte d'Ara. La lumière à l'intérieur était éteinte. Elle et Maeve dormirent sûrement. Cale leva la main, son poing flottant devant le bois de la porte, avec l'intention de frapper. Il voulait dire merci, mais il l'avait déjà dit hier dans le couloir et s'était sorti si maladroitement qu'il n'était pas sûr de devoir essayer une deuxième fois. Il resta là quelques secondes, la main suspendue dans les airs, puis la baissa, se détourna et retourna vers sa propre chambre. Parce que Cale Drummond savait comment commander un empire, savait comment effrayer ses ennemis, savait comment négocier des millions de dollars en une seule phrase. Mais dire merci une deuxième fois à une fille qui chantait dans la rue, ça, il ne savait pas comment faire. Après le jour où Remy prononça son premier mot, tout dans le manoir commença à changer de manière que personne ne mentionna jamais à voix haute. Pourtant, tout le monde pouvait sentir de petits changements, presque invisibles, mais ils s'accumulaient jour après jour, comme l'eau qui se rassemble en gouttes, puis en ruisseaux. Cale commença à rentrer plus tôt. Pas beaucoup plus tôt, seulement une demi-heure environ, mais assez pour qu'il se tienne devant la porte du salon et écoute Alara chanter pour les 2 enfants avant d'entrer. Il se tenait là, le dos contre le mur du couloir, les yeux fermés, écoutant sa voix traverser la porte en bois épais, et pendant ces quelques minutes, son visage s'adoucissait d'une manière que personne dans son empire n'avait jamais vue. Puis il ouvrait les yeux, reprenait son expression, et entrait dans la pièce comme s'il venait juste d'arriver. Ara savait qu'il se tenait dehors. Elle entendait le bruit des chaussures en cuir sur le sol en marbre s'arrêter près de la porte chaque après-midi. Elle entendait la lente respiration de quelqu'un essayant de rester silencieux. Et elle savait, mais elle ne disait rien. Elle chantait seulement et prétendait qu'elle chantait pour les 2 enfants. La 3e semaine, un matin, Alara trouva un nouveau manteau posé sur la chaise de sa chambre. Gris foncé, tissu lourd, exactement à sa taille, avec l'étiquette de prix déjà coupée. Il n'y avait pas de nom, pas de mots, rien pour indiquer d'où il venait. Ara le prit, passa ses doigts sur le tissu, puis le mit. Chaud, plus chaud que tout ce qu'elle avait porté au cours des 14 derniers mois. Elle ne remercia personne parce qu'elle ne savait pas qui remercier. Ou plus honnêtement, parce qu'elle le savait et choisit de ne pas le dire. Car si elle remerciait Cale pour un manteau, alors la ligne qu'elle essayait de maintenir entre eux s'estomperait un peu plus, et elle ne pouvait pas laisser cela se produire. Le manteau était une réponse suffisante, elle le portait. Il le voyait, rien de plus n'avait besoin d'être dit. Un soir, après que les enfants se soient endormis, Ira sortit sur le petit balcon au bout du couloir du 2e étage, l'endroit où elle s'asseyait parfois avec sa guitare et jouait seulement pour elle-même. Elle ne s'attendait pas à ce que Cale soit là aussi, assis sur les marches avec un verre d'eau à la main, regardant l'obscurité sur le jardin en contrebas.
Alara se tourna comme pour partir, mais Kel l'avait déjà vu. « Asseyez-vous, dit-il d'une voix ordinaire. Pas un ordre, pas une invitation, seulement le genre de choses que l'on dit à quelqu'un qui appartient déjà à la même maison. » Elle s'assit sur la marche opposée, à quelques pas, sa guitare sur ses genoux, silence pendant un moment. Puis Kel parla, sa voix basse, ses yeux non pas sur elle, mais sur l'obscurité devant lui. Quand Rémi était petit, il avait peur du noir. Chaque fois que les lumières s'éteignaient, il pleurait. Ma femme devait s'allonger à côté de lui et chanter des berceuses chaque soir jusqu'à ce qu'il s'endorme. Parfois 3 ou 4 chansons. Il s'arrêta. Après sa mort, Rémi n'avait plus peur du noir. Il dormait seul dans une chambre sombre. Pas de lampe, pas d'ours en peluche. Au début, je pensais qu'il était courageux. Plus tard, j'ai compris. Il n'avait pas cessé d'avoir peur. Il avait juste cessé de voir une raison d'avoir peur ou de ne pas avoir peur. Il avait abandonné. Ara écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle parla doucement. Il n'a pas abandonné. Kel se tourna pour la regarder. Pourquoi pensez-vous ça? Parce que les gens qui abandonnent ne dessinent pas leur mère tous les jours. Alara répondit. Rémi dessine le même visage, les mêmes longs cheveux, les mêmes yeux fermés chaque jour au crayon noir. Ce n'est pas abandonné. C'est un petit garçon qui essaie de garder sa mère avec lui de la seule manière qu'il connaisse. Kel ne dit rien. Il la regarda un instant de plus, puis se retourna vers l'obscurité. Mais ses épaules s'affaissèrent exactement de la même manière que les épaules de Rémi s'affaissaient chaque fois qu'il écoutait Ara chanter. Cette nuit-là, Ara se réveilla en sursaut à 2 heures du matin. Son cœur battait la chamade. Une sueur froide mouillait sa nuque. Sa main gauche se levait déjà pour toucher son visage avant même que ses yeux ne soient complètement ouverts. Touchant sa pommette, sa mâchoire, le coin de son œil, vérifiant l'enflure, la douleur, le sang. Un vieux réflexe. Le réflexe que Kyle avait gravé dans son corps avec 2 ans de coups de poing et de gifles. Le réflexe qu'elle croyait avoir oublié, mais qui vivait encore dans chaque nerf, attendant qu'un cauchemar le réveille. Il n'y avait pas de blessure. Son visage allait bien. Maeve dormait paisiblement à côté d'elle, respirant régulièrement. La chambre était sûre, la porte verrouillée, la guitare à côté du lit. Mais le cœur d'Ara refusait de ralentir. Elle resta allongée encore 10 minutes, puis se leva, ouvrit la porte de la chambre et sortit dans le couloir. Elle avait besoin d'espace, d'air, de voir quelque chose au-delà de 4 murs pour se rappeler qu'elle n'était plus dans cet appartement avec Kyle. Le couloir était long, éclairé par de douces veilleuses jaunes. Era sortit, puis s'arrêta. Au bout du couloir, devant la chambre de Rémi, Kel était assis par terre, le dos contre le mur, les jambes étendues, la tête légèrement penchée en arrière. Il portait une chemise froissée avec les manches retroussées. Pas de costume, pas de chaussures, et il ne ressemblait plus du tout au Titan de l'Eastside. Seulement à un père qui ne pouvait pas dormir. Kel vit Ara. Ara vit Kel. Aucun d'eux ne parla. Aucun ne demanda « Pourquoi es-tu réveillé ?» ou « Pourquoi ne dors-tu pas ?» Aucun n'expliqua, et aucun n'en avait besoin car ils savaient tous les deux. Il était réveillé parce que son fils était derrière cette porte, et il avait peur que s'il s'éloignait, le garçon perde quelqu'un d'autre dans la nuit. Même s'il savait que cette peur n'avait aucun sens, il ne pouvait toujours pas la contrôler. Elle était réveillée parce que l'homme qu'il avait quitté 2 ans plus tôt était toujours vivant dans ses cauchemars, la battant encore chaque nuit dans son sommeil. Même si elle savait qu'il n'était pas là, son corps refusait de le croire. Ara s'assit à une extrémité du couloir. Kel s'assit à l'autre. Entre eux se trouvait le long couloir, la pâle lumière jaune, et le silence de 2 personnes qui se comprenaient sans avoir à demander. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que la première lueur de l'aube traverse la fenêtre au bout du couloir, et aucun d'eux ne dit un seul mot de toute la nuit. Mais quand Ara se leva enfin et retourna dans sa chambre, elle sut que quelque chose avait changé. Non pas parce qu'ils avaient parlé, mais parce qu'ils n'en avaient pas eu besoin. Pour la première fois depuis très longtemps, elle avait partagé une nuit blanche avec quelqu'un et ne s'était pas sentie seule. C'est arrivé le 3e après-midi de la 3e semaine. Maeve faisait sa sieste, Rémi était dans sa chambre en train de dessiner et Ara était seule dans le salon, tenant sa guitare et jouant doucement. La télévision accrochée au mur était toujours réglée sur les informations. Le volume était bas et elle n'y prêta pas attention jusqu'à ce qu'un nom familier lui parvienne à l'oreille. Elle leva les yeux.
Sur l'écran, le visage de Cale Drummond remplissait la moitié du cadre alors qu'il sortait d'un tribunal fédéral. Des gardes du corps l'entouraient, les flashs des appareils photo crépitaient tout autour. La ligne sous l'image disait « Cale Drummond, homme d'affaires ou caïd, nouveau témoin dans une affaire fédérale de blanchiment d'argent ». Le journaliste parlait de l'empire immobilier, de fonds d'origine incertaine, de rumeurs le liant à la pègre de l'East Side de Chicago. Ara posa la guitare, sa main devenant lentement froide. Elle regarda le visage de Cale à l'écran, ce visage froid et dur se déplaçant à travers le cercle de garde du corps comme un homme marchant au centre d'une armée. Ce visage n'avait rien à voir avec celui qui était assis au bout du couloir à 2 heures du matin. Rien à voir avec le visage qui avait dit « comme son père » dans un murmure. Mais c'était le même homme. Elle éteignit la télévision, resta assise sans bouger. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de colère. Colère contre elle-même de ne pas avoir demandé, de ne pas s'être renseignée, de s'être laissée, elle et sa fille, entrer dans cette maison sans rien savoir. Elle avait autrefois vécu avec un homme qui gardait des secrets. Elle savait où cette route menait. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Ara attendit Cale dans le couloir. Il venait de sortir de l'ascenseur, son costume toujours impeccable, ses yeux gris fatigués. Elle se tint sur son chemin, les bras croisés sur sa poitrine, et Cale sut immédiatement, à son regard, qu'elle avait appris la vérité. « Vous me devez l'honnêteté, » dit Ara, sa voix calme mais tremblante à la fin. « J'ai amené ma fille dans cette maison. J'ai le droit de savoir. » Cale resta immobile. « Mon monde n'a rien à voir avec vous, » dit-il de la voix qu'il utilisait dans les salles de conseil, la voix qui mettait fin à toute discussion. Mais Ara n'était pas quelqu'un assis dans une salle de conseil. C'était une femme qui avait déjà entendu ces mots d'un autre homme dans un autre appartement. Et elle savait exactement où il menait. « Mon ex-mari disait ça aussi, dit-elle. » Et sa voix n'était plus calme, mais tremblante maintenant. Tremblante comme une personne qui essaie de se contenir et n'y parvient pas tout à fait. Il disait « Mes affaires ne te concernent pas. » Puis des inconnus ont commencé à frapper à la porte à 3 heures du matin pour réclamer de l'argent. Puis les fenêtres ont été brisées. Puis ma fille avait 2 ans et hurlait à cause du bruit du verre qui se brisait au milieu de la nuit. Puis il m'a frappé parce que je posais trop de questions. Puis il a disparu et ma fille et moi nous sommes retrouvés sur le trottoir. Elle s'arrêta, respirant fort, les yeux rouges mais secs. J'ai déjà vécu le « ça ne vous concerne pas, Monsieur Drummond », et je me suis juré de ne plus jamais le revivre. Cale resta là, encaissant chaque phrase comme un homme encaisse des balles. Non pas parce qu'elle était bruyante, non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle le comparait au genre d'homme qu'il méprisait le plus au monde. Le genre qui frappe sa femme, le genre qui abandonne son enfant, le genre qui laisse les gens qu'il aime sur le trottoir. Il voulait dire qu'il était différent, qu'il n'avait jamais levé la main sur une femme, qu'il avait tué des hommes, oui, mais qu'il n'avait jamais battu la personne qu'il aimait. Mais il ne le dit pas parce qu'il savait qu'elle avait raison. Pas raison sur la violence, mais raison sur le danger. Elle et Maeve étaient dans sa maison, et son monde avait des ennemis. Et les ennemis ne se souciaient pas de savoir qui était de la famille et qui ne l'était pas. Lena était morte à cause de ça. Alara se détourna et retourna rapidement dans sa chambre. Cale entendit la porte du placard s'ouvrir, le bruit de la fermeture éclair d'un sac, le bruit de la guitare heurtant le cadre du lit. Elle faisait ses bagages. 5 minutes plus tard, Ara revint dans le couloir. Maeve somnolente dans ses bras, un petit sac sur son épaule, la guitare en bandoulière. Elle se dirigea vers les escaliers sans se retourner. « Merci pour le mois passé », dit-elle d'une voix plate, la voix de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision. Maeve se réveilla, les yeux embrumés, regarda autour d'elle, puis comprit que quelque chose n'allait pas. « Maman, où on va? Où est Rémi? » Je n'ai pas dit au revoir à Rémi. Puis une voix est venue du haut de l'escalier, faible, tremblante, brisée, mais assez claire pour que tout le couloir l'entende. Maeve. Alara s'arrêta, se retourna. Rémi se tenait en haut de l'escalier du 2e étage, en pyjama bleu, pieds nus sur le sol de pierre froide. Une main agrippant la rampe, les yeux rouges. Il regarda en bas de l'escalier, regarda Maeve dans les bras d'Ara et sa bouche bougea, chaque mot sortant avec difficulté comme si chaque syllabe était une pierre qu'il devait soulever de ses propres mains. « Pour...
Pars pas. Rémi peur. Seul, 4 mots, la plus longue phrase que Rémi avait prononcée en 2 ans. Maeve se dégagea des bras de sa mère, monta plusieurs marches et tendit la main vers Rémi. Rémi, je suis là, je ne vais nulle part. Aliora se tenait au milieu de l'escalier. Maeve au-dessus d'elle, tendant la main vers Rémi. La porte en bas d'elle, menant à la rue, menant au banc, à la casquette en laine retournée, au tintement des pièces qui tombaient à l'intérieur. Des larmes coulèrent sur son visage, non pas parce qu'elle était triste, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle ne savait pas quoi faire, prise entre son instinct de se protéger et son propre cœur. Derrière elle, Crowley parla. Sa voix n'était plus froide, plus autoritaire, plus certaine. Elle se brisa, la voix d'un homme au bord de quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler. Restez, pas pour moi. Je sais que je n'ai pas mérité votre confiance. Mais Rémi vient de prononcer 4 mots d'affilée, et il les a dit à cause de votre fille. Je vous protégerai tous. C'est la seule chose que je sais faire correctement. Aliora ne se tourna pas pour le regarder. Elle regarda Maeve tenant la main de Rémi à travers l'espace de la rampe. Les 2 enfants s'accrochant l'un à l'autre au milieu de l'escalier d'une maison qui ne lui appartenait pas. Puis elle s'assit. Juste là, au milieu des marches, le sac toujours sur son épaule, la guitare toujours en bandoulière. Elle ne dit pas qu'elle resterait. Elle ne dit pas qu'elle partirait. Elle s'assit simplement là parce que parfois, la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire est d'admettre qu'elle ne sait pas quoi faire. Aliora resta, mais elle construisit un mur invisible entre elle et Cale. Elle chantait toujours pour les 2 enfants chaque après-midi, s'asseyait toujours sur le canapé avec la guitare dans ses bras pendant que Maeve et Rémi dessinaient par terre. Mais chaque fois que Cale rentrait, elle se levait et quittait la pièce. Pas de dispute, pas de colère. Elle partait simplement. Elle dînait dans sa chambre avec Maeve au lieu de la table principale. Elle n'allait plus sur le balcon la nuit. Elle ne se permettait d'être nulle part où elle pourrait le rencontrer seule. Cale le remarqua. Il n'insista pas. Il savait qu'elle avait raison d'être prudente et il n'avait aucun droit de lui demander de lui faire confiance simplement parce qu'il voulait être digne de confiance. Alors, il garda ses distances, continua de rentrer tôt, continua de se tenir devant la porte pour écouter sa chanson, mais il n'entrait pas avant qu'elle ne soit partie. Une semaine passa ainsi, silencieuse et tendue comme une corde non accordée. Puis, le 5e après-midi, tout bascula d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Ce jour-là, Zane avait emmené Rémi pour un rendez-vous de routine avec le Dr. Parrish. Cale était au bureau. Le manoir n'abritait Cara, Maeve, la nounou et 2 gardes à l'entrée. Maeve dessinait à la craie dans le salon, et Aliora était assise à proximité, ajustant la corde de guitare que Zane venait d'acheter pour remplacer sa 3e corde manquante, quand elle entendit le son. Pas une porte qui s'ouvre, le bruit de verre qui se brise, doux, quelque part à l'arrière de la maison, mais assez clair dans le calme de l'après-midi. Puis des pas, rapides sur le gravier. Aliora se figea une seconde, une seule. Puis son corps réagit avant que son esprit n'ait le temps de penser. Pas le réflexe de quelqu'un d'entraîné. Le réflexe de quelqu'un qui avait vécu dans la peur assez longtemps pour savoir quand courir et quand se cacher. Elle attrapa la main de Maeve et tira la petite file sur ses pieds, au milieu du soleil inachevé qu'elle dessinait. Maeve cria « Maman, je n'avais pas fini !» « Silence, dit Aliora, sa voix basse et tranchante. Pas la voix apaisante d'une mère, mais la voix de quelqu'un protégeant leurs 2 vies. Elle souleva Maeve dans ses bras, se précipita vers les escaliers et courut dans la salle de bain la plus proche à l'étage, ferma la porte et la verrouilla. La salle de bain était petite, sans fenêtre et avec une seule entrée. Elle posa Maeve sur le carrelage, la poussa doucement dans le coin, puis sortit son téléphone et appela Zane. 2 sonneries, j'écoute. Quelqu'un est dans la maison, dit Aliora, sa voix froide, précise, chaque mot clair. Du verre brisé à l'arrière, des pas sur le gravier. Je suis dans la salle de bain du 2e étage avec Maeve. Porte verrouillée. Pas de panique, pas de pleurs, pas de supplication. La voix de quelqu'un qui s'était assis dans des salles de bain verrouillées en attendant le matin trop de fois pour avoir peur. Zane cria presque dans le téléphone. « Équipe 2, au manoir maintenant. » Puis il dit à Ara, « 10 minutes, n'ouvrez cette porte pour personne, sauf si vous entendez ma voix. »« Je sais, »
répondit Ara et elle raccrocha. 10 minutes. Elle s'assit sur le carrelage froid, le dos contre le mur, Maeve sur ses genoux. La petite fille tremblait, les yeux grands ouverts. Mais elle ne pleurait pas, parce que Ara ne pleurait pas. Les enfants lisent la peur à travers leur mère, et Alara le savait, alors elle n'avait pas peur. Ou plus exactement, elle ne se permettait pas d'avoir peur. Elle serra Maeve contre elle, une main lui caressant les cheveux, l'autre agrippant le téléphone, et compta chaque seconde. Dehors, des pas dans la maison, puis des cris, puis des brises de lutte, puis le silence, puis des voitures, puis le portail d'enfer, puis la voix de Zane appelant son nom à travers la porte de la salle de bain. « Ara, c'est moi. Vous êtes en sécurité maintenant. » Elle ouvrit la porte. Zane se tenait dehors, le visage rouge et respirant fort, avec 3 gardes du corps derrière lui. « 2 hommes sont entrés par l'arrière, dit rapidement Zane. C'est réglé. Personne n'a été blessé. » Ara hocha la tête, souleva Maeve dans ses bras et ne demanda pas ce que régler signifiait. Elle ne voulait pas savoir. Cale rentra 30 minutes plus tard, le visage pâle, bien qu'Ara ne l'ait jamais vu perdre de contrôle. Il franchit la porte, traversa le couloir, vite Ara assise sur le canapé tenant Maeve et tomba à genoux devant elle. Pas le genre d'agenouillement qui donne des ordres, ni celui qui demande en mariage. Le genre qu'un homme fait quand il a failli perdre quelque chose qu'il ne savait pas posséder avant qu'on ne le lui prenne presque. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Je vais bien, » répondit Ara, le regardant droit dans les yeux. « Maeve va bien. » Puis elle ajouta, sa voix stable mais lourde de chaque mot. « Mais tu dois mettre fin à ça, Carl. Pas comme tu le fais d'habitude, d'une manière qui fait que plus personne ne voudra s'approcher de cette famille, légalement, définitivement. » Cale la regarda. Elle venait de l'appeler par son nom, pas le froid et formel Monsieur Drummond. Cale. Et elle venait de dire « cette famille » sans même se rendre compte qu'elle avait utilisé ces mots. Il hocha la tête lentement, lourdement. « Je le ferai. » Cette nuit-là, personne ne put dormir. Remy revint du cabinet du docteur et entendit Maeve raconter l'histoire d'une voix beaucoup plus excitée qu'effrayée, car une enfant de 5 ans pouvait transformer n'importe quoi en aventure. Remy, maman et moi, on s'est cachés dans la salle de bain. C'était comme dans un film. Remy n'avait pas l'air amusé. Il serra la main de Maeve plus fort que d'habitude, et quand l'heure du coucher arriva, il refusa de retourner dans sa propre chambre. Il traîna son oreiller dans la chambre de Maeve, s'allongea à côté d'elle sur le grand lit, et avant de fermer les yeux, il dit d'une voix petite mais claire, « Remy reste ici. N'aie pas peur. » Maeve sourit et lui tapota l'épaule. « Je n'ai pas peur. J'ai maman. » Puis ils s'endormirent tous les deux, leurs mains toujours jointes. Devant la porte de la chambre, Alara et Cale se tenaient dans l'obscurité du couloir, écoutant les enfants respirer à un rythme régulier. Personne ne parla. Rien n'avait besoin d'être dit. Puis, dans le noir, la main de Cale effleura celle d'Arara. Pas pour la tenir, pas pour la tirer, juste pour la toucher. Le bout de ses doigts toucha le dos de sa main si légèrement que c'était presque irréel. Ara le sentit. Elle ne retira pas sa main. 2 semaines après l'effraction, la sécurité autour du manoir fut doublée. Mais entre ces 4 murs, la vie reprit lentement son ancien rythme. Maeve et Remy dessinaient tous les jours. Ara chantait tous les après-midi. Cale rentrait tôt tous les soirs. Ara ne quittait plus la pièce quand Cale entrait. Elle gardait toujours ses distances, mais cette distance s'était raccourcie. Assez proche pour qu'ils s'assoient à la même table pour le dîner, sans que personne n'ait besoin d'expliquer pourquoi. Remy progressait par petits morceaux. Jour après jour, il pouvait maintenant dire quelques mots épars. Eau quand il avait soif, Maeve quand il cherchait son ami, dessiner quand il voulait de la craie. Chaque mot sortait encore avec effort. Toujours rauque et bref, mais ils étaient là, réels. Et le docteur Parrish appelait chaque semaine semblant plus excité que la semaine précédente. Puis ce jour arriva. Alara ne le savait pas, mais Zane le savait, la nounou le savait, et toute la maison le savait sans que personne ne le dise à voix haute. L'anniversaire de la mort de Lena, 2 ans plus tôt. Ce jour exact, Remy avait perdu sa mère sur le trottoir devant le restaurant Lakeside. Ara réalisa que quelque chose était différent quand Cale ne rentra pas tôt cet après-midi-là comme il le faisait toujours. Il rentra très tard après que les enfants se soient déjà endormis. Il franchit la porte en silence, ne s'arrêta pas dans le salon.
ne regarda pas dans la chambre de Rémi. Il alla directement dans son bureau et ferma la porte. Zane se tenait dans le couloir à l'extérieur et dit à Ara de la voix la plus basse possible. C'est l'anniversaire de sa femme. Chaque année, il est comme ça. Personne ne peut l'atteindre. Ar hocha la tête. Elle comprenait. Elle comprenait parce qu'elle aussi avait des jours où la douleur revenait sans prévenir. Des jours où le corps se souvenait de ce que l'esprit essayait d'oublier. Elle n'entra pas dans le bureau de Cale. Elle connaissait les limites, savait que certains chagrins avaient besoin d'être seuls, mais elle savait aussi qu'être seule et se sentir seule étaient deux choses différentes. Et parfois, la ligne entre les deux n'était qu'une porte fermée. Alors, elle fit la seule chose qu'elle savait faire. Elle emporta sa guitare dans le couloir, s'assit par terre, le dos contre le mur en face du bureau de Cale, et chanta, pas fort, juste assez pour que le son passe sous la fente de la porte, se glisse dans la pièce et touche l'homme assis à l'intérieur. Une chanson sur la perte, pas une chanson joyeuse, pas une berceuse, une chanson sur quelqu'un de parti, sur l'espace vide qu'il laisse derrière lui, sur la façon dont une chaise vide à la table du dîner peut peser plus que n'importe quelle pierre. La voix d'Ara était basse et lente, chaque note portant le poids de quelqu'un qui comprenait ce que signifiait perdre. À l'intérieur de la pièce, Cale était assis dans le fauteuil en cuir, une bouteille de whisky non ouverte sur le bureau, la photo de Lena à la main. Il entendit la chanson flotter à travers la porte, et il ne sut pas pourquoi, mais la voix de la fille qui avait autrefois chanté dans la rue, assise devant son bureau dans son couloir, rendit le chagrin dans sa poitrine plus facile à respirer, ne serait-ce qu'un peu. Il ne disparut pas. Il ne devint pas plus léger. Il devint seulement plus facile de respirer, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce étouffante. Puis une petite ombre apparut au bout du couloir, Rémi, en pyjama bleu, pieds nus, les cheveux en désordre. Il s'était réveillé au son du chant, était sorti de la chambre où Maeve dormait encore profondément, et avait descendu le couloir vers Ara. Il ne dit rien. Il s'assit simplement à côté d'elle, assez près pour que leurs épaules se touchent, et écouta. Ara le regarda et n'arrêta pas de chanter, adoucissant seulement sa voix comme si elle chantait maintenant pour Rémi seul. La chanson se termina. Silence, l'horloge sur le mur tic-tacant. Puis Rémi ouvrit la bouche, mais il ne parla pas. Il chanta, petit, brisé, hésitant, une mélodie qu'Ara n'avait jamais entendue auparavant, complètement différente de toutes les chansons qu'elle avait chantées dans cette maison. Sa voix était rauque, arythmique, perdant les mots, au milieu puis les retrouvant, tremblant sur les notes aiguës et s'affaissant sur les basses. Mais cette mélodie était une berceuse, celle que Lena chantait à Rémi chaque soir quand il avait peur du noir. La chanson dont Cale avait parlé à Ara cette nuit-là sur le balcon. La chanson que Rémi pensait avoir oubliée, pensait avoir sombré dans le noir avec sa mère 2 ans plus tôt. Mais elle était toujours là, en lui, plus profonde que la douleur, plus profonde que le silence. La berceuse de sa mère était restée blottie, attendant le jour où elle remonterait à la surface. Et ce soir, assise sur le sol du couloir à côté de la fille à la guitare, elle trouva son chemin. Ara couvrit sa bouche avec le dos de sa main. Des larmes coulèrent à travers ses doigts sur son menton et tombèrent sur le manche de la guitare. Elle n'osait pas respirer trop fort, de peur d'interrompre la voix de Rémi, de peur qu'il ne s'arrête. Dans la pièce, Cale l'entendit. Pas la voix d'Alora, une autre, plus petite, plus familière. La voix qu'il n'avait pas entendue depuis 2 ans. La voix qu'il pensait disparue à jamais avec sa femme. Son fils chantait la chanson de sa mère. Cale se leva, se dirigea vers la porte et l'ouvrit. La lumière jaune du bureau se déversa dans le couloir sombre. Rémi était assis par terre à côté d'Ara, les yeux fermés, la bouche chantant toujours, sa voix se brisant encore, mais ne s'arrêtant pas. Cale regarda son fils. Ses genoux cédèrent. Pas lentement, il s'effondra, comme si la tour qu'il avait passé 2 ans à construire avec de la vengeance et de la froideur s'était finalement écroulée sans un bruit. Il tomba à genoux sur le sol du couloir, serra Rémi dans ses bras, le tint fermement, et pleura. Pas le genre de pleurs qu'il avait essayé de cacher dans son bureau. De vrais pleurs. Le son arraché de sa poitrine. Étranglé, brisé, laid. Le cri d'un homme qui avait retenu ses larmes si longtemps qu'une fois qu'elles venaient, rien ne pouvait les arrêter. Rémi n'eut pas peur. Il enroula ses bras autour du cou de son père, enfouit son visage dans son épaule,
et dit plus clairement qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. « Papa, maman me manque, mais je ne veux plus être triste. » Cale le serra plus fort et ne put parler, hochant seulement la tête, ses épaules tremblantes encore. Ara se leva doucement, voulant s'écarter pour laisser au père et au fils leur moment d'intimité. Mais Remy leva une main et attrapa doucement son poignet, sans la lâcher. Il la regarda avec des yeux humides et dit « Elara, c'est la famille. » 3 mots, simples, directs, ne nécessitant aucune explication. Cale leva les yeux, ses yeux rouges, et regarda Ara. Puis il tendit la main, paume ouverte, sans rien dire. Alara regarda cette main, la main qui avait autrefois commandé un empire, la main qu'elle avait autrefois crainte. Puis elle se rassit et posa sa main dans la sienne. Ils restèrent tous les 3 assis sur le sol sombre du couloir, le dos contre le mur, sans rien dire. Cale murmura, sa voix toujours brisée. « Je ne mérite rien de tout ça ce soir. » Ara serra doucement sa main. « Personne ne le mérite ou ne le mérite pas, Cale. On continue juste d'essayer. Et ce soir, tu as assez essayé. » Le lendemain matin, personne ne mentionna la nuit précédente. Personne ne parla de la chanson sur le sol du couloir, des larmes, des 3 personnes assises le dos contre le mur dans le noir. Cale descendit à la cuisine à 6 heures comme d'habitude, son costume parfaitement repassé. Ses yeux gris calmes comme s'il avait dormi 8 heures complètes, sans interruption. Il but son café, debout, fit un signe de tête à Ara quand elle amena Maeve en bas pour le petit déjeuner, puis sortit vers sa voiture. Il ne s'arrêta pas. Il ne dit rien de plus. Ara fit de même. Elle prépara le petit déjeuner pour Maeve, coupa le pain en forme d'étoile parce que la petite fille aimait ça. Puis elle s'assit avec sa guitare dans ses bras et joua doucement pendant que Maeve partait trouver Remy. Elle ne mentionna pas la nuit précédente parce qu'elle ne savait pas comment en parler. Elle s'était assise par terre dans le noir en tenant la main de Cale Drummond. Et ce matin, elle faisait du café dans sa cuisine comme si cela n'était jamais arrivé. Mais tout avait changé. Changé d'une manière douce, non forcée, comme quelqu'un qui ouvre une fenêtre et l'air de la pièce change sans que personne n'ait besoin de le souligner. Maeve courut dans la chambre de Remy et appela depuis le seuil. « Remy, viens dessiner. Aujourd'hui, on dessine des poissons. » Remy était assis dans son coin habituel, un crayon noir et une feuille de papier blanc devant lui. Mais ce matin, il ne commença pas à dessiner tout de suite. Il resta longtemps à fixer la page blanche, le crayon noir posé dans sa main. Puis il le posa. Il attrapa la boîte de craie de Maeve et prit le morceau jaune, le morceau bleu, le morceau rouge, le morceau rose. Puis il commença à dessiner, non pas sur le sol, sur le papier, mais ce n'était pas le dessin familier. Il n'y avait pas de femme aux cheveux longs sous la pluie, pas d'yeux fermés, pas de crayon noir. Remy dessina 4 personnes debout les unes à côté des autres sur de l'herbe verte. L'une était grande avec des cheveux noirs droits. L'une était plus petite avec des cheveux bruns tenant quelque chose qui ressemblait à une guitare. 2 petits enfants se tenaient entre eux, se tenant la main. Au-dessus d'eux 4, il y avait un grand soleil jaune et rond avec un visage souriant, exactement comme le soleil que Maeve avait dessiné ce premier jour sur le trottoir mouillé sous le pont. Maeve regarda le dessin, la bouche bée. « Remy, c'est qui? »« C'est Monsieur Cale. »« C'est maman. »« C'est moi. » Remy ne répondit pas, mais il fit un petit signe de tête, puis prit la craie jaune et coloria le soleil plus vivement. Alara passait devant la chambre quand elle vit le dessin, et elle dut s'arrêter sur le seuil car son souffle se coupa en voyant de la scène. C'était le premier dessin en 2 ans que Remy n'avait pas fait de sa mère. Non pas parce qu'il l'avait oublié, mais parce qu'il avait trouvé autre chose à dessiner à côté du souvenir. Elle ne dit rien. Elle resta simplement là quelques secondes, puis continua son chemin, laissant les 2 enfants dans leur monde de craie et de couleurs. Cet après-midi-là, Remy posa le dessin sur la table du salon, exactement là où Cale posait toujours sa mallette et ses papiers en rentrant. Quand Cale entra, ses yeux allèrent directement à la feuille de papier. 4 personnes, un soleil jaune, de la craie de couleur au lieu du crayon noir. Il prit le dessin et le regarda très longtemps, ses doigts effleurant la silhouette de l'homme aux cheveux noirs debout, celui que Remy avait dessiné. Puis il monta dans son bureau, ouvrit le tiroir du milieu où se trouvait la photo de Lena et plaça le dessin à côté de la photo de sa femme. Pas à la place, à côté, car Lena appartiendrait à ce tiroir pour toujours.
Mais maintenant, le tiroir était assez large pour contenir une autre image. Il referma le tiroir plus doucement que n'importe quel autre soir. Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis, Alara sortit sur le balcon au bout du couloir. Elle s'assit sur la marche familière avec sa guitare sur ses genoux, regardant le jardin sombre. Des pas derrière elle, Cale vint s'asseoir à côté d'elle, plus près qu'il ne l'avait jamais fait auparavant, pas aux extrémités opposées du balcon. À côté d'elle, leurs épaules à seulement une main d'écart, silence pendant un moment. Puis Cale parla, sa voix basse et lente, comme un homme retirant chaque brique d'un mur qu'il avait construit lui-même. J'ai besoin que tu saches tout de moi. Ara ne se tourna pas pour le regarder. Elle garda les yeux sur l'obscurité et écouta. Cale lui raconta, non pas comme un homme qui explique ou se défend, comme un homme qui se confesse, chaque phrase lourde comme une pierre, sur l'empire souterrain, sur les accords, sur l'argent, le pouvoir, les choix qu'il avait faits dans des pièces fermées pendant que d'autres payaient le prix dans la rue. Sur les nuits où il rentrait avec du sang sur ses poignets pendant que Lena faisait semblant de ne pas voir, sur le prix que Lena avait payé pour l'aimer. Ses mains ont fait des choses que tu ne peux pas imaginer, dit-il, et je ne les laverai jamais, je le sais. Ara écouta jusqu'à ce qu'il ait fini. Silence, elle ne s'éloigna pas, elle ne pleura pas, elle n'éleva pas la voix, elle ne dit pas non plus « c'est bon » ou « je te pardonne », car elle n'avait pas le droit de pardonner à la place des personnes qui l'avaient blessée. Elle dit seulement d'une voix stable et claire « Je n'ai pas besoin que tu sois parfait, Cale. J'ai déjà vécu avec un homme qui prétendait être parfait, et je sais à quoi ressemble ce masque. J'ai besoin que tu sois réel, et ce soir, tu as été réel. » Cale la regarda dans la pâle lumière de la lune qui tombait à travers le toit du balcon. Ses yeux étaient humides, mais il ne pleura pas, car il avait assez pleuré la nuit précédente pour toute une vie. Il leva la main et toucha une mèche de cheveux qui était tombée sur le visage d'Alara, la glissant doucement derrière son oreille. Puis il pencha la tête lentement, centimètre par centimètre, lui donnant tout le temps dont elle avait besoin pour s'éloigner si elle le voulait. Elle ne s'éloigna pas. Ses lèvres touchèrent les siennes légèrement, lentement, sans précipitation, sans fièvre. Le baiser de deux personnes qui avaient trop craint, trop perdu, gardé leur distance trop longtemps et qui avaient finalement admis que la distance n'était plus nécessaire. Puis la porte du balcon s'ouvrit en grand. Maman embrasse Monsieur Cale. Maeve se tenait sur le seuil, les yeux immenses, la bouche ouverte, sa voix résonnant dans tout le deuxième étage. Derrière elle, Remy se tenait les bras croisés, le visage solennel comme un petit vieillard. Il regarda Maeve et dit de la voix la plus décisive qu'il ait jamais utilisée. « Tais-toi, laisse-les tranquilles. » Ara rougit et enfouit son visage dans ses mains. Cale rit, un petit rire, calme, réel, le genre de rire que Zane n'aurait pas cru s'il l'avait entendu lui-même. Maeve soutillait sur place. « Remy, est-ce que Monsieur Cale va être mon nouveau papa? » Remy regarda son père, regarda Ara, puis se retourna vers Maeve. « Je ne sais pas encore. » Mais papa a souri. Il n'a pas souri depuis très longtemps. La décision vint un matin simple, sans drame, sans aucun moment de révélation. Cale était assis dans son bureau, ouvrit le tiroir du milieu comme il le faisait chaque soir, regarda la photo de Lena, regarda le dessin des 4 personnes que Remy avait fait à la craie de couleur et placé à côté. Puis il regarda le tiroir du bas où le pistolet reposait toujours. 3 choses dans 2 tiroirs racontaient toute l'histoire de sa vie. Il referma le tiroir, prit le téléphone et appela Zane. « Viens à mon bureau. » Zane entra 2 minutes plus tard et se tint devant le bureau, ses mains jointes derrière le dos par 15 ans d'habitude. Cale ne perdit pas de temps en parole. « Je vais tout livrer aux fédéraux. Les registres, les transactions, les noms, les dates, les lieux, tout. » Zane ne s'y pas. Il avait marché aux côtés de Cale, à travers des nuits pires que ce que la plupart des gens pouvaient imaginer. Mais cette phrase lui fit prendre une longue inspiration avant de parler. « Patron, vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Vous livrez des preuves contre votre propre organisation. Tout ce que vous avez construit ces 10 dernières années va s'effondrer. L'argent, le pouvoir, les relations, tout. Vous allez tout perdre. » Cale ouvrit le tiroir du milieu, prit le dessin de Remy et le posa sur le bureau entre eux. 4 personnes debout sous un soleil jaune, de la craie de couleur sur du papier blanc. « Je ne perds pas tout, dit-il, les yeux sur le dessin.
Je perds seulement ce dont je n'ai plus besoin. Zane regarda le dessin, puis Cale, et resta silencieux un long moment. 15 ans. 15 ans à suivre cet homme à travers le sang, la boue, l'argent et le pouvoir, sans jamais demander pourquoi, sans jamais avoir besoin d'une raison. Et maintenant, cet homme disait qu'il allait tout brûler à cause d'un dessin à la craie fait par son fils de 6 ans. Zane hocha la tête, lentement et lourdement. Alors je viens avec vous, comme toujours. Cale le regarda et ne dit pas merci, car entre eux deux, cette phrase n'existait pas, mais il hocha la tête en retour et cela suffit. Dans les semaines qui suivirent, Cale rencontra des procureurs fédéraux, remit des documents, signa des papiers. Chaque signature était une corde coupée, un pont brûlé, une porte fermée pour toujours. L'empire qu'il avait construit sur les cendres après la mort de Lena. L'empire qu'il avait cru être une arme de vengeance alors qu'en vérité, il n'était devenu qu'une prison plus grande, s'effondra lentement sur le papier avant de s'effondrer dans la vie réelle. Il ne raconta pas les détails à Ara et elle ne demanda pas. Elle remarqua seulement que Cale rentrait plus épuisé. Ses épaules plus lourdes, mais ses yeux plus légers, comme un homme déposant un fardeau qu'il avait porté pendant 10 ans. Pendant que Cale démantelait l'ancien monde, Ara en construisait un nouveau. Cela commença par une petite idée dans son esprit un soir, alors qu'elle était assise dans la cuisine à griffonner des notes de musique et des paroles sur une serviette en papier. Des berceuses, pas des chansons pour Mav, pas des chansons pour Rémi. Des chansons pour des enfants qu'elle n'avait pas rencontrés. Des enfants allongés dans des services pédiatriques, fixant des plafonds blancs. Des enfants dans des foyers, serrant des oreillers étranges et dormant mal. Des enfants dans la rue qu'elle avait vus autrefois, quand elle-même dormait encore sous un pont. Elle écrivit chaque chanson pour un enfant spécifique de sa mémoire. La première chanson était pour Rémi, sur le petit garçon qui tenait un morceau de craie jaune même dans son sommeil. La deuxième était pour Maeve, sur la petite fille qui dessinait un soleil au milieu de la pluie. La troisième était pour l'enfant qu'elle avait vu un jour assis seul à un arrêt de bus à 11 heures du soir, serrant un cartable et fixant le sol. La quatrième, la cinquième, la sixième, et ainsi de suite. Chacune était une lettre mise en musique pour un enfant à qui personne ne chantait. Cale lui loua un petit studio d'enregistrement. Pas luxueux, juste assez pour un micro, une guitare et du calme. Ara en enregistra pendant 3 semaines, quelques heures chaque jour pendant que les enfants étaient à l'école ou sortis avec Zane. L'album s'appelait 5 cordes parce qu'elle avait commencé ce voyage avec une guitare à laquelle il manquait une corde, et elle voulait se souvenir que la musique n'avait pas besoin d'être parfaite pour guérir. L'album fut envoyé gratuitement aux hôpitaux pour enfants, aux centres d'accueil et aux refuges de tout Chicago. Il ne fut pas vendu, il ne fut pas annoncé. Aucun nom célèbre n'y était attaché, seulement une voix, une guitare et des berceuses. Puis vint le premier samedi après-midi. Alara ramena sa guitare à son ancien coin près du lac Michigan, l'endroit où elle s'était autrefois assise pour chanter contre des pièces. Mais cette fois, elle ne vint pas chanter pour elle-même. Elle vint pour enseigner. Des enfants des quartiers plus pauvres se rassemblèrent autour d'elle. 3 ou 4 au début, puis 7 ou 8, puis plus d'une douzaine. Ara s'assit sur le trottoir avec la guitare sur ses genoux et leur apprit à chanter, à taper le rythme, leur apprit que leur voix était quelque chose que personne ne pouvait leur enlever, même s'ils n'avaient rien d'autre. Maeve se tenait à côté d'elle, distribuant des craies de couleur aux enfants pour qu'ils puissent dessiner sur le trottoir. La petite fille était solennelle comme un quartier maître, comptant chaque morceau de craie, les divisant équitablement et déclarant à chaque enfant: « Chacun de vous a 3 morceaux. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez, mais il doit y avoir un soleil. » Rémi était assis à côté, silencieux, mais plus vide. Il portait du papier et des craies de couleur et dessinait les portraits de chaque enfant qui venait d'apprendre des chansons. Plus de crayons noirs, de la craie jaune, bleue, rouge, rose. Il rendait chaque portrait à l'enfant qu'il avait dessiné, et chacun le recevait avec des yeux brillants, car pour la première fois, quelqu'un les avait regardés assez longtemps pour dessiner leur visage. Cale n'alla pas au coin de la rue. Il s'assit dans une voiture garée à une certaine distance et regarda par la fenêtre, regarda Delara chanter, Maeve distribuer des craies, Rémi dessiner, regarda le monde qu'une fille qui avait autrefois dormi sous un pont construisait à partir de rien. Zane était assis au volant,
regardant dans le rétroviseur et dit doucement « Vous avez changé, patron ». Cale ne se retourna pas. Il regarda Ara souriant aux enfants, la guitare sur ses genoux, la lumière de l'après-midi tombant sur ses cheveux. « Non, j'ai juste retrouvé le chemin de la maison. » Zane appela un lundi matin, sa voix aussi calme que s'il lisait la météo. « C'est fait, patron. Les fédéraux ont tout pris. Les rivaux ont été arrêtés ce week-end. Il ne reste plus personne là-dehors qui pense à vous. » Cale mit fin à l'appel et resta assis, immobile, sur le bord du lit pendant un long moment. Tout était fini. Un empire de 10 ans réduit à néant en quelques mois de paperasse et de signatures. Ses comptes en banque avaient rétréci comme des vêtements après un lavage à l'eau chaude. La plupart de ses biens étaient gelés ou saisis. Mais le manoir était toujours à lui car il avait été légalement titré bien avant que Cale ne mette un pied dans la pègre. Et l'argent qui restait était suffisant pour une vie confortable sans avoir besoin de plus pendant de nombreuses années. Excès, mais pas l'excès. Pour la première fois de sa vie, Cale Drummond avait assez sans avoir plus qu'assez, et il réalisa que c'était mieux qu'il ne l'avait prévu. Le premier changement que tout le monde remarqua fut l'absence. Plus de garde du corps à l'entrée, plus d'hommes en noir suivant chaque sortie de la maison, plus de caméras de sécurité surveillant chaque coin de chaque pièce 24 heures sur 24. Zane resta, mais pas comme garde du corps. Il resta parce que c'était la seule famille qu'il avait, et Cale ne lui dit jamais de partir. Le premier petit déjeuner sans la nounou, Cale se tenait dans la cuisine à 6h30, pieds nus en T-shirt, essayant de faire frire des œufs. Il avait bâti un empire souterrain. Il avait négocié avec les hommes les plus dangereux de Chicago. Il avait pris des décisions valant des millions de dollars en quelques secondes, mais il ne savait pas comment faire frire un œuf sans le brûler. L'odeur de beurre brûlé se répandit dans la cuisine. Maeve descendit en courant, renifla l'air et plissa le nez. Monsieur Cale cuisine comme maman le faisait avant. Alara entra derrière elle et haussa un sourcil. Comme quoi? Maeve sourit largement. Pas très bon, mais chaleureux. Cale regarda l'assiette d'œufs brûlés, regarda Maeve puis rit. Un rire matinal dans une cuisine sans que personne ne l'enregistre, sans que personne n'ait besoin de le savoir. Ara lui prit la poêle des mains et le poussa doucement de côté. « Laisse-moi faire. » Il s'appuya contre le comptoir, les bras croisés, et la regarda faire frire une nouvelle fournée d'œufs, et il réalisa que c'était la chose la plus banale qu'il ait jamais vue de sa vie. Rémi descendit en dernier, portant son uniforme scolaire. C'était son premier jour d'école. Le docteur Parrish l'avait jugé assez stable pour commencer, mais assez stable sur le papier, et se tenir devant le portail de l'école étaient deux choses très différentes. Rémi se tenait sur le seuil avec un nouveau sac à dos sur les épaules, sa main agrippant la sangle, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, ses yeux fixés sur le sol. Il pouvait parler plus maintenant qu'avant, de courtes phrases, des mots cassés, assez pour une conversation de base. Mais entrer dans une salle de classe pleine d'enfants inconnus, s'asseoir au milieu des rires et des voix dont il avait été séparé pendant 2 ans, c'était autre chose. Cale s'accroupit au niveau de son fils et ajusta le col de son uniforme. « Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Tu as juste besoin d'entrer. Si ça ne te plaît pas, je viendrai te chercher. » Rémi déglutit et hocha la tête, mais il ne bougea pas. Puis Maeve apparut. Sac à dos rose sur les épaules, chaussures lacées dans les mauvais trous, boucles brunes en bataille parce que personne ne les avait encore brossées. Elle prit de la main de Rémi aussi naturellement que si c'était la sienne. « Je vais avec toi. » Si quelqu'un se moque de Rémi, Maeve leur criera dessus. Rémi regarda Maeve, regarda la petite main qui tenait la sienne et se dirigea vers la porte. Cale se tenait derrière eux, regardant les 2 enfants descendre les marches du perron, main dans la main, les sacs à dos rebondissant sur leur dos. Il voulait courir après eux, voulait garder Rémi là, voulait envelopper à nouveau son fils dans la couche de protection qu'il avait construite autour de lui pendant 2 ans. Mais il ne le fit pas, car protéger un enfant et emprisonner un enfant sont 2 choses différentes. Et il lui avait fallu beaucoup trop de temps pour le comprendre. Ara se tenait à côté de lui, sa main reposant légèrement sur son dos. « Il s'en sortira. »« Je sais, » dit Cale, bien que sa voix ne semble pas très certaine. « Non, tu ne le sais pas, » dit Ara avec un doux sourire. « Mais ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de tout savoir à l'avance. » Cet après-midi-là, Ara emporta sa guitare au parc près du lac Michigan. Pas le vieux coin de rue où elle avait autrefois chanté pour des pièces,
Mais la large étendue d'herbe au bord de l'eau, où la lumière tardive du soleil dorait l'œil, elle s'assit sur l'herbe, joua de sa guitare et chanta doucement, sans casquette en laine retournée devant elle. Pas de pièces, pas de chant pour l'argent ou la survie. Elle chantait parce qu'elle aimait chanter. Pour la première fois depuis si longtemps qu'elle ne s'en souvenait même plus. Elle chantait seulement parce qu'elle en avait envie. Cale était assis à côté d'elle sur l'herbe, les jambes étendues, les yeux sur le lac. Pas de voiture noire, pas de garde du corps, pas de costume, un t-shirt, un jean et des baskets qui, selon Maeve, lui donnaient maintenant l'air d'une personne normale. Il s'assit et l'écouta chanter sans avoir à se cacher derrière une porte ou à travers une caméra, sans avoir à se tenir loin et à regarder à travers la vitre teintée d'une voiture. Il était juste assis là, sur l'herbe, à côté d'elle, en plein jour, et il écoutait. L'ordinaire, la seule chose qu'aucune des 4 personnes de cette maison n'avait jamais vraiment eue. Kel n'avait jamais mené une vie de simple paix, car il était passé de la pauvreté au pouvoir sans aucune étape intermédiaire. Alara n'avait jamais connu la vraie normalité car elle était passée des rêves aux abus, puis au trottoir, sans jamais avoir la chance de s'arrêter quelque part. Remy n'avait jamais connu la paix quotidienne car il avait perdu sa mère à 4 ans et sa voix juste après. Maeve n'avait jamais vécu une vie ordinaire car elle était née en dormant déjà sur un banc. Mais aujourd'hui, ils avaient tous les 4 eu des œufs brûlés pour le petit déjeuner, un portail d'école, un coin d'herbe au bord du lac, de la musique de guitare et des rires. La normalité était un privilège et ils en profitaient pour la première fois. Au coucher du soleil, le lac Michigan devint rouge et or. Remy et Maeve se poursuivaient dans l'herbe, leur rire porté loin par le vent. Remy riait aux éclats, sa voix se brisant dans de la brise, le rire d'un enfant de 6 ans sonnant enfin exactement l'âge qu'il avait. Maeve courait devant, ses boucles volant, se retournant pour crier. « Remy, tu cours lentement comme une tortue. » Remy accéléra, faillit tomber et rit encore plus fort. Cale était assis sur l'herbe, regardant les 2 enfants, puis se tourna pour regarder Ara. Elle était assise à côté de lui, la guitare posée, le vent soufflant des mèches de cheveux sur son visage, ses yeux verts captant la dernière lumière du coucher de soleil. Elle souriait, un sourire doux et paisible, le genre de sourire que Cale savait qu'il voulait voir chaque jour pour le reste de sa vie. Cale garda la bague dans la poche de son manteau pendant 2 semaines avant de trouver le bon moment. Non pas parce qu'il attendait une occasion spéciale, mais parce que chaque fois qu'il pensait à la sortir, quelque chose retenait sa main. Pas la peur qu'elle dise non, la peur de ne pas mériter de demander. La bague était simple, pas de gros diamants, pas de boîte en velours coûteuse, juste une petite pierre verte sertie dans de l'argent. Le genre de bague qu'Ara pourrait porter en jouant de la guitare sans qu'elle s'accroche aux cordes. Kel l'avait choisie à cause de la couleur de la pierre. Verte, de la même couleur que ses yeux cet après-midi-là sous le pont. Quand elle était assise, tenant sa guitare sous la pluie, les cheveux mouillés collés à son front, le regardant avec le regard là de quelqu'un qui avait été blessé trop de fois. Ce soir-là, le coucher de soleil sur le lac Michigan était si beau qu'il semblait à peine réel. Le ciel passa de l'orange au rose puis au violet. L'eau scintillait et le vent était juste assez fort pour faire bouger l'herbe, mais pas assez froid pour avoir besoin d'un manteau. Ils étaient tous les 4 assis sur l'herbe, à l'endroit exact où, quelques mois plus tôt, un convoi noir s'était arrêté au bord de la route et une petite fille de 5 ans avait couru sous la pluie, tendant un morceau de craie jaune et demandant « Tu veux dessiner ?» Maeve et Remy se poursuivaient au loin, leur rire est porté par-dessus le lac. Ara était assise sur l'herbe avec sa guitare à côté d'elle, les yeux sur les 2 enfants, la bouche courbée en un sourire qu'elle n'essayait même pas de cacher. Cale était assis à côté d'elle en silence, sa main droite dans sa poche, ses doigts touchant la bague. Il prit une longue inspiration, puis il sortit sa main. Ara. Elle se tourna vers lui, un sourcil levé. Il ouvrit sa paume. La bague était là, sa petite pierre verte captant la lumière du coucher de soleil, modeste mais brillante. Ara regarda la bague, puis lui, ses yeux clignant rapidement, ne comprenant pas encore, ou peut-être n'osant pas comprendre. De la même couleur que tes yeux, dit Cale, sa voix plus basse que d'habitude, plus lente que d'habitude, comme un homme essayant de dire chaque mot exactement comme il faut.
car il savait qu'il n'aurait pas beaucoup de chance de dire des choses qui comptaient autant. La première fois que je t'ai vu, assis sous ce pont avec ta guitare sous la pluie, tes cheveux mouillés, ton manteau fin, me regardant comme si j'étais l'ennemi, je me suis souvenu de la couleur de tes yeux avant de me souvenir de quoi que ce soit d'autre. Aura ne dit rien. Sa main se crispa sur l'herbe sous elle, et il pouvait voir ses yeux commencer à se remplir. Kel ne s'agenouilla pas. Il savait que s'il le faisait, cela la mettrait mal à l'aise, car Alara n'était pas le genre de femme qui avait besoin de quelqu'un à genoux devant elle. Il resta assis à côté d'elle, à hauteur de ses yeux sur l'herbe, comme deux personnes ordinaires ayant une conversation ordinaire, même si son cœur battait plus vite qu'il ne l'avait jamais fait face à un ennemi. « Je ne te mérite pas, dit-il. Ces mains ont fait des choses terribles. Je ne peux pas les effacer. Je ne peux pas prétendre qu'elles ne sont jamais arrivées. Je ne suis pas un homme bon, Aurora. Je suis juste un homme qui essaye. » Il s'arrêta, regarda la bague dans sa main, puis la regarda à nouveau. « Mais tu m'as appris qu'une bonne chanson n'a pas besoin de toutes ses cordes. Elle a juste besoin d'assez de cœur. Alors peut-être qu'une bonne famille n'a pas besoin de gens parfaites non plus, juste de gens qui continuent d'essayer. » Alara ouvrit la bouche, mais avant qu'elle ne puisse parler, le bruit de pieds courant sur l'herbe vola vers eux. Maeve se précipita, ses yeux s'écarquillant à la vue de la bague, puis de Cale, puis d'Ara. Elle cria de la voix la plus forte qu'elle avait. « Tu t'es déjà agenouillé? Dans les films, ils s'agenouillent toujours. » Cale la regarda, le coin de sa bouche tressaillant. « Je ne me suis pas agenouillé, je suis resté assis. » Maeve plissa le nez. « Alors comment maman sait que tu la demandes en mariage? »« Parce que maman est plus intelligente que les gens dans les films, » répondit Cale. Remy arriva en courant derrière elle à bout de souffle, attrapant la manche de Maeve et la tirant en arrière. « Tais-toi pour que papa puisse parler. » Maeve croisa les bras. « Mais tu parles aussi, j'aide, tu gâches tout. » Maeve ouvrit la bouche pour argumenter, mais Ara avait déjà commencé à rire. Rire à travers les larmes. Des larmes coulant sur son visage tandis que sa bouche s'ouvrait dans un sourire si large qu'elle ne pouvait pas le contrôler. Le genre de rire qu'elle ne se souvenait pas avoir eu depuis longtemps. Elle regarda Cale, regarda la petite bague dans sa paume ouverte, regarda la pierre verte de la même couleur que ses propres yeux. Puis elle regarda les deux enfants debout à côté d'eux. L'un les bras croisés, attendant sérieusement, l'autre rebondissant presque d'excitation. « Oui, » dit-elle, sa voix tremblante mais claire. « 1 million de fois oui. » Cale lui glissa la bague au doigt, sa main tremblant légèrement, même s'il essayait de le cacher, et Alara regarda la petite pierre verte sur sa main. Simple, modeste, belle de la manière dont seules les choses choisies avec tout son cœur peuvent être belles. Maeve sauta de joie. « Youpi! Maman a une bague, Remy. Maintenant on est vraiment frères et sœurs. » Remy regarda Maeve, puis son père, puis Ara. Il ne cria pas. Il sourit seulement. Un petit sourire chaleureux, le genre que Cale pensait disparu à jamais. Puis ils s'allongèrent tous les quatre sur l'herbe et regardèrent le ciel passer du rose au violet, puis au bleu profond, alors que les premières étoiles commençaient à apparaître. Maeve était allongée au milieu, coincée entre Remy et Ara, ses jambes jetées sur le ventre de Carl. Remy était allongé à côté de son père, tenant toujours le morceau de craie jaune qu'il portait depuis le premier jour où il avait rencontré Maeve. « Papa, » dit doucement Remy, les yeux sur les étoiles. « Est-ce qu'on est une vraie famille maintenant? » Cale prit la main de son fils et la serra doucement. « On a toujours été une famille, Remy. C'est juste que maintenant, on sait comment l'appeler. » Le mariage eut lieu un samedi après-midi de fin octobre sur l'herbe au bord du lac Michigan, à l'endroit exact où, il n'y a pas si longtemps, une petite fille de 5 ans avait couru sous la pluie et tendu un morceau de craie jaune à un garçon triste, assis dans une voiture noire. Il n'y avait pas d'église, pas de longues rangées de chaises, pas de centaines d'invités. Il n'y avait que 6 personnes, un coin d'herbe, et un ciel de Chicago si étrangement clair qu'on aurait dit que quelqu'un l'avait commandé sur mesure pour cet après-midi. Alara se tenait au début de l'étroite allée que Zane avait tondue dans l'herbe à l'aube, tenant une guitare au lieu d'un bouquet parce qu'elle disait ne pas savoir comment tenir des fleurs. Mais elle savait comment tenir une guitare. Elle portait une simple robe blanche, le genre qu'elle et Maeve avaient choisi dans une friperie
près de la maison parce qu'Ara refusait de laisser Cale lui acheter une robe coûteuse, disant « Les gens se marient par amour, pas pour du tissu ». Autour de son poignet se trouvait le bracelet que Maeve avait tressé avec du ruban de papier cadeau, tordu en petits nœuds. Et si quelqu'un regardait de près, on pouvait voir que l'enfant avait essayé d'épeler le mot « toujours » avec le ruban, mais n'était arrivé qu'à la lettre F avant que tout ne s'en mêle. Alors Maeve avait annoncé que F signifiait famille, et Ara avait dit que c'était le plus beau bracelet qu'elle ait jamais porté. Maeve et Remy entrèrent ensemble depuis le bord du lac. Maeve portait une robe rose et un bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies elle-même en chemin, à moitié fanées et à moitié fraîches. Mais la petite fille disait « N'importe quelle fleur est jolie si on l'aime ». Remy marchait à côté d'elle en chemise blanche, ses cheveux noirs soigneusement peignés pour la première fois, tenant le morceau de craie jaune qu'il avait gardé depuis cet après-midi pluvieux, maintenant usé à moins de la moitié de sa longueur, bien qu'il ne l'ait jamais lâché. Zane se tenait derrière eux, portant le seul costume qu'il possédait, les yeux rouges, même si son visage essayait de rester sévère. Le docteur Parrish était assis sur une chaise pliante avec un mouchoir déjà posé sur ses genoux car il savait qu'il allait pleurer. Cale se tenait au bout de l'allée. Pas de veste de costume, pas de cravate, les manches de sa chemise blanche retroussées, parce que Remy avait dit « Papa a l'air moins effrayant sans cravate ». Et Kyle avait décidé d'écouter son fils. Quand Allura atteignit le bout de l'allée herbeuse, Cale la regarda et pensa que s'il devait brûler à nouveau son empire juste pour être là et la regarder marcher vers lui, il le ferait sans hésiter une seule seconde. Les vœux étaient simples. Pas de prêtre, pas de longue cérémonie, seulement deux personnes se parlant devant les quatre autres. Cale parla le premier, sa voix basse et lente, chaque mot clair. Je pensais que la chose la plus forte au monde était le pouvoir, les coups de feu qui font peur aux autres. Mais j'avais tort, la chose la plus forte que j'ai jamais entendue n'était pas un coup de feu. C'était mon fils chantant la berceuse de sa mère à 11 heures du soir sur le sol du couloir. Et la personne qui a rendu cela possible, c'est toi. Tu m'as rendu la chose que je pensais morte. Je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de ça. Allura ne prononça pas ses vœux. Elle les chanta. Elle posa sa main sur les cordes de la guitare et chanta une courte chanson qu'elle avait écrite pour cet après-midi seulement. Une chanson sur une fille assise sur un banc chantant pour des pièces, sur un morceau de craie jaune sur un trottoir mouillé, sur un petit garçon qui chanta à nouveau après 2 ans de silence, sur un homme pleurant sur le sol du couloir parce qu'il entendait son fils chanter, sur deux enfants se tenant la main à travers l'espace entre les barreaux de l'escalier. Sa voix trembla sur la dernière ligne, mais elle ne s'arrêta pas, car elle ne s'était jamais arrêtée. Zane essuya ses yeux avec le dos de sa main et se détourna. Le docteur Parrish utilisa tout son mouchoir. Maeve applaudit, Remy sourit. Cette nuit-là, le manoir était calme. Les deux enfants dormaient dans la même chambre que toujours. Maeve recroquevillée, ses boucles étalées sur l'oreiller. Remy allongé sagement à côté d'elle, ses mains toujours enroulées autour de la craie jaune. Allura se tenait sur le balcon de la chambre, regardant Chicago. Les mêmes lumières qu'elle avait autrefois regardées depuis un banc de parc. La même ville qu'il avait autrefois abandonnée. Maintenant, elle se tenait bien au-dessus et regardait en bas, et ses lumières ne semblaient plus aussi lointaines que des étoiles. Elle rentra à l'intérieur et ouvrit le tiroir de la coiffeuse. À l'intérieur, à côté du vieux capodastre de sa mère, se trouvait une feuille de papier pliée, froissée par le temps, une liste de refuges d'urgence à Chicago, le genre qu'elle avait mémorisé pendant ses jours de sans-abri. Adresse, numéro de téléphone, heure d'ouverture. Elle ne jeta pas ce papier. Elle ne le ferait jamais, non pas parce qu'elle n'était pas heureuse, mais parce que les cicatrices ne disparaissent pas simplement parce que la blessure a guéri. Le papier lui rappelait d'où elle venait, et elle ne voulait pas oublier. Cale entra et l'enlaça par derrière. Elle s'appuya contre sa poitrine et écouta son cœur battre. Dans son bureau, le tiroir du milieu contenait maintenant 3 choses. Lena souriant sur sa photo, le dessin des 4 personnes que Rémi avait fait à la craie de couleur. Et dans le tiroir du bas, le pistolet était toujours là. Il ne l'avait pas jeté. Peut-être qu'il ne le ferait jamais. Car comme la liste des refuges d'Allura, le pistolet était un morceau du passé qu'il ne pouvait pas prétendre n'avoir jamais existé.
Il reposait là, en silence, lui rappelant l'homme qu'il avait été pour qu'il n'oublie jamais pourquoi il devait être différent maintenant. La berceuse qui a adouci le cœur d'un caïd, il s'est avéré, n'était pas aussi effrayante que le monde l'avait murmuré. C'était seulement la chanson d'un homme qui avait oublié comment aimer et qui s'en était souvenu grâce à une fille qui n'avait jamais cessé d'espérer, même quand elle avait autrefois joué de tout son cœur sur une guitare à seulement 5 cordes. Cette histoire nous rappelle que la vie peut être cruelle. Mais au milieu de cette cruauté, il y a toujours des morceaux de craie jaune, des berceuses et de petites mains assez courageuses pour s'accrocher les unes aux autres sous la pluie. Que la guérison n'a pas besoin d'argent ou de pouvoir. Elle a seulement besoin de quelqu'un d'assez courageux pour s'asseoir à côté de vous dans le noir et ne pas demander pourquoi. Que la famille n'est pas quelque chose avec quoi on est simplement. C'est quelque chose que l'on trouve quand on arrête de fuir et qu'on commence à essayer. Si cette histoire vous a touché au cœur, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi nous saurons que vous étiez là, que vous avez écouté et que vous l'avez ressenti. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de croire que les miracles existent encore, même s'ils commencent par quelque chose d'aussi petit qu'un morceau de craie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous maintenant. Ainsi, vous ne manquerez pas les nouvelles histoires qui arrivent chaque jour. Nous voulons avoir de vos nouvelles. À quoi cette histoire vous a-t-elle fait penser dans votre propre vie? Avez-vous déjà trouvé votre propre morceau de craie jaune? S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous pour que nous puissions entendre ce qui vit au plus profond de votre cœur. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et la paix chaque jour. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.